Chiang Mai est la Ronan. C'est le paradis des acheteurs. L'argenterie est fabriquée à partir de vieilles monnaies indiennes et birmanes fondues. On y fait des sculptures sur bois, un travail d'art avec incrustation de nacre. Des chefs-d'œuvre. Des cotonnades et des soieries aux couleurs variées sont tissées sur des métiers manuels. La culture du verre à soie n'a plus de secret ici. Marché et pratique sont en bambou. Et à Chiang Mai, il ne faut pas oublier le marché des pierres précieuses, les rubis, les saphirs, les diamants. Nous en trouvons partout. Mais c'est dans la région de Changkapburi, tout près de la frontière du Cambodge, au sud-est de la Thaïlande, que l'on trouve ces pierres précieuses. C'est dans les collines de Boraï que commence le plus grand champ de rubis du monde. Il s'étale par-delà les montagnes jusqu'au Cambodge, jusqu'au repère des Khmers rouges. Bientôt, il faudra aller chercher un autre endroit car le gisement s'épuise. Les récoltes exceptionnelles se sont envolées avec les primes de rendement.
Aujourd'hui, la paye est de 30 francs par jour. Et si ce n'est pas la fortune, le salaire tombe tous les mois. Toute la journée, toute l'année, toute une vie dans la boue, les mineurs arrachent les rubis et les saphirs. Les pierres seront triées sur les tamis jusqu'à tard dans la soirée. À Borail, le village traditionnel s'est transformé en ville western. Du boucher au marchand de soupe, tout le monde s'occupe des pierres. Entre 7h et 9h du matin, la ville change de visage. Entre l'ombre et la lumière, propice à la vision des pierres, les coiffeurs, secrétaires ou épiciers, tous sont là. Il faut avoir le coup d'œil et la patience d'attendre que le client soit suffisamment aux abois pour faire la bonne affaire. Voici comment un mineur surendetté qui a survécu aux dangers de la jungle et qui a eu la chance de découvrir ces pierres rouges devra les céder à un acheteur. Devant son besoin évident d'argent, l'offre modeste et rigide ne tiendra compte ni du poids, ni de la forme et encore moins l'éclat de ces pierres, mais bien de sa mauvaise santé financière. Écoute, pour ces rubis, c'est mon dernier prix. Ça vous rapporte beaucoup ce travail? Je gagne 40 000 francs par jour. Des fois plus, des fois moins. Ça dépend du chiffre d'affaires et des arrivages de pierre. Mais en moyenne, je gagne 40 000 francs par jour. À Changtaburi, ville voisine, qui compte une centaine d'ateliers, des experts de renommée mondiale chauffent les pierres. Une spécialité thaïlandaise qui rapporte gros. Ce traitement est une vraie loterie. Il améliore la couleur et l'aspect des pierres dans 40% des cas. Mais dans 60%, il peut tout aussi bien les abîmer. La durée et la température de chauffe sont variables selon les pierres. D'ailleurs, chacun a sa recette qu'il garde secrète. C'est la formule magique qu'on ne divulgue jamais. On ne chauffe que les pierres de mauvaise qualité. On achète les moins chères. La chauffe fait gagner 10 à 20 fois la mise. Vous pouvez voir le résultat. À droite, les saphirs non chauffés. À gauche, ceux qui ont chauffé. Changtaburi est le plus grand centre au monde pour la taille des pierres de couleur. Des milliers d'ouvriers donnent aux rubis et aux saphirs leurs facettes. Une main-d'œuvre bon marché qui a besoin de pierres de Thaïlande et du Cambodge pour travailler. Mais de confier une des moitiés à l'animal le plus sacré du royaume,
un éléphant blanc. Ainsi fut construit le monastère de Wat Prat Suthep. Un escalier de 348 marches conduit au monastère. Il se termine par les 7 têtes de la Naga. Dans la première cour se trouve une grande cloche en bronze et 4 plus petites. Voilà 3 fois pour le Bouddha, l'enseignement du Bouddha et le bon. Un cloître entoure la cour intérieure. Le Chedi est la principale curiosité. Il mesure 32 mètres de haut et a une base de 12 mètres. La construction en briques est recouverte de plaques de cuivre et de bronze doré. Nous les n'en tiennent pas compte. Dans le pays voisin, cette malheureuse Birmanie, elles s'allongent le cou pour ressembler à leur mère dragon qui fit l'amour au vent au commencement du monde. De cette union naquirent les Kayan, ou Karen Oloku. Cette mythologie retrace l'immigration d'un peuple montagnard venant de Mongolie, pays du vent, à travers la Chine, berceau du dragon, pour s'établir dans l'état Karen en Birmanie. Dans des cas surélevés et au confort précaire, mais à la propreté méticuleuse, vivent une vingtaine de familles dont les femmes portent encore la parure traditionnelle au cou et aux pieds. Vers 8 heures du matin, elles se retrouvent au bord du ruisseau et consacrent 1 heure au moins à leur ablution. Toutes habillées, elles se douchent, se lavent au moyen d'un citron, décapent leurs colliers à l'aide de coquillages, puis les astiquent avec de la paille. Ces spirales aliénantes heurtent notre sensibilité, et pourtant jamais elles n'avouent la souffrance que leur causent ces colliers.
Elles voient rarement leur mari guerrier. Pourtant, chaque jour, elles se font belles dans l'espoir qu'ils apparaissent pour quelques heures entre deux embuscades. C'est pour eux qu'elles se parent de foulards aux couleurs fluo qui mettent en relief l'or de leur collier de dragon. Un art communiqué très jeune aux fillettes. Le monde animiste Kayan est régi par les esprits dont les décisions sont transmises par la bouche du chaman. Ces enfants de 4 ans attendent la permission de porter leur premier collier. Le chaman observe les os d'une cuisse de poulet sacrifiée pour déceler cette décision. Une Kayan porte son collier toute sa vie. Elle ne survit pas sans ça. Cette parure pesante ne facilite pas les tâches quotidiennes des femmes Kayan. De plus, en l'absence de leur mari, elles doivent trouver elles-mêmes la nourriture de la famille. Actuellement, il ne reste qu'une cinquantaine de femmes au long cou dans notre pays. Les militaires birmans leur enlèvent le collier, les violent et veulent détruire notre mode de vie et notre culture. Nous luttons contre eux depuis plus de 40 ans. Une lutte sans merci contre les Birmans, mais à quel prix? Un jeune sur 5 perdent leur vie ou reviennent handicapés. Mais cela n'entame pas leur volonté de secouer le gong des militaires birmans. Chassés de leurs montagnes, il ne leur reste plus que leur identité culturelle pour s'affirmer devant l'envahisseur. Dans le malheur, ces hommes trouveront toujours le soutien indéfectible de leurs compagnes. Pour les encourager, elles porteront toujours leur parure carcérale qui restera le symbole du combat des Karen au long cou. Pour entretenir la flamme de l'espoir chez ces grands blessés, elles continueront de leur chanter les montagnes de leur pays où le vent a aimé le dragon. Au village, il y a un homme ou une femme couché sur un chalit de bois, maigre, absorbé par la petite boule rouge au bout de la longue pipe qui grésille sur la flamme des bougies.